INA Podcast. C'est un procès hors norme, celui d'une affaire tout aussi hors norme, dite du financement libyen. Parmi les accusés, d'anciens ministres, Claude Guéant, Brice Hortefeux et un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Ce que la justice leur reproche, l'organisation d'un présumé financement occulte de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 par la Libye de Mouammar Kadhafi. Et les trois anciens responsables politiques jouent gros. Tous ont déjà été condamnés en première instance à de la prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris. C'était en septembre 2025. Nicolas Sarkozy avait été incarcéré à la Santé au titre de l'exécution provisoire. Et il est, parmi les autres prévenus, de retour devant les juges pour le procès en appel qui a lieu au moment où nous enregistrons cet épisode. Le parquet a fait ses réquisitions contre Nicolas Sarkozy, 7 ans de prison ferme et 300 000 € d'amende. Mais qu'est-il précisément reproché à l'ex-chef d'État et ses anciens ministres? De quels éléments dispose la justice? Comment se déroule ce nouveau procès? Nicolas Sarkozy va-t-il retourner en prison? Tout ça, on en parle avec vous. Noémie Schulz, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter, vous suivez ce procès pour France Télévisions. Noémie Schulz, vous le voyez, vous le croisez à chaque audience, Nicolas Sarkozy? Oui, il a été vraiment très assidu à ce procès. Il a pu lui arriver très ponctuellement de ne pas assister à une audience. C'était des journées qui le concernaient d'un peu plus loin. Mais sinon, il était là tous les jours. D'abord, il a été interrogé 6 fois. Donc, il y a eu 6 journées consacrées à son interrogatoire. Et puis, le jour où c'est Brice Hortefeux qui est interrogé, par exemple, il était aussi présent. Et vous allez nous raconter tout ça dans les détails et on va développer tout ça avec vous. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cosset et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Pour comprendre l'affaire, retour il y a presque 20 ans. Printemps 2007, Nicolas Sarkozy est candidat à l'élection présidentielle et mène une campagne tonitruante. Une foule digne des rockstars. C'est sans gros problème que les 20 000 supporters de Nicolas Sarkozy ont rempli la salle de Bercy. À l'extérieur, plus de 10 000 personnes suivent l'événement sur écran géant. Sur la scène, c'est le grand spectacle. Pousse ton fauteuil et roule ma boule. Dimanche prochain, tu seras président. Des écrans géants, des caméras par dizaines, une scénographie très sophistiquée. L'énorme machine tourne à plein régime. Tout est prêt pour accueillir sur scène le candidat Sarkozy. La suite, vous la connaissez, le 6 mai 2007. « 20h. Les milliers de supporters de Nicolas Sarkozy apprennent la victoire de leur champion. Avant l'arrivée du nouveau président pour son premier discours de chef d'État. Je veux leur dire que je serai le président de tous les Français. Le marathon reprend. Direction un grand restaurant où Nicolas Sarkozy retrouve ses proches, dont Johnny Hallyday. C'est un homme d'honneur, c'est un homme qui aime sa famille, c'est un homme qui aime ses amis. Un homme qui aime tout ça ne peut pas trahir son pays. La victoire de Nicolas Sarkozy, l'épilogue d'une très belle campagne donc, qui va revenir dans l'actualité quelques années plus tard. Nous sommes maintenant en 2011, à des milliers de kilomètres de là, la Libye est en crise. La population se révolte contre le dictateur Mouammar Kadhafi et le gouvernement français soutient la révolution. Pourtant, en 2007, quelques mois après son élection, Nicolas Sarkozy recevait le dictateur en grande pompe à l'Élysée. Ça avait fait polémique. Un revirement diplomatique donc, qui agace très fortement le clan Kadhafi. Son fils donne une interview en mars 2011. Il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. Nous avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que nous demandons à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Une interview, il faut le dire, pas vraiment prise au sérieux à l'époque. Oui, mais un an plus tard, en avril 2012...
Mediapart l'affirme. Le document diffusé sur son site serait une preuve que le régime de Kadhafi a décidé de financer la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007. Cette note de 2006, écrite en arabe, est signée par Moussa Koussa, l'ancien chef des services de renseignement libyens. On peut y lire: l'approbation d'appuyer la campagne électorale du candidat aux élections présidentielles, M. Nicolas Sarkozy, pour un montant d'une valeur de 50 millions d'euros. Le patron de Mediapart n'a aucun doute sur l'authenticité de cette note qui vient s'ajouter à d'autres documents d'une enquête menée depuis 10 mois. Il y a ce document qui est cohérent avec tous les éléments que nous connaissons. Les spécialistes du régime libyen à qui nous l'avons montré authentifient son style, authentifient sa forme. Dixit Edwy Plenel, cofondateur de Mediapart. Un document authentique, c'est aussi ce qu'affirme à l'époque un certain Ziad Takieddine. Écoutez. Il émane de la présidence de la République en Libye, en tête. Il est signé par M. Moussa Koussa, tamponné par lui. Allez chercher quoi d'autre? Ziad Takieddine, un nom qui va beaucoup revenir, celui d'un homme d'affaires franco-libanais à la personnalité sulfureuse, soupçonné d'avoir joué le rôle d'intermédiaire dans cette affaire de présumé financement libyen. Entre-temps, Mouammar Kadhafi est mort, son régime est tombé, et en France, la justice ouvre une enquête. Début 2013, des perquisitions ont lieu chez Claude Guéant. Les juges s'intéressent à un virement suspect de 500 000 € reçu de l'étranger sur le compte de l'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy et qui pourrait avoir un lien avec la Libye. En mars 2015, Claude Guéant est mis en examen, de même que Ziad Takieddine. Quant au document publié par Mediapart quelques années plus tôt, il est authentifié par la justice. En novembre 2016, lors du débat entre les candidats à la primaire des Républicains, David Pujadas pose alors la question à Nicolas Sarkozy, une séquence qui va rester dans les annales. Autre actualité, une question simplement peut-être. Vous en avez vous-même parlé hier soir, Nicolas Sarkozy. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takieddine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Le message est clair. Oui, pourtant, en mars 2018... Un peu plus de 20h hier soir, Nicolas Sarkozy quitte le siège de la police judiciaire de Nanterre et rentre chez lui. Il vient d'apprendre sa mise en examen. Une injustice, selon l'ancien chef d'État. Le Figaro a pu se procurer quelques-unes de ses déclarations, faites au juge. J'ai déjà beaucoup payé pour cette affaire. Depuis le 11 mars 2011, je vis l'enfer de cette calomnie. Nicolas Sarkozy est mis en examen pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics libyens et financement illégal de campagne électorale. Et ce n'est pas tout. L'ancien président est de nouveau mis en examen en octobre 2020, cette fois pour association de malfaiteurs. Lui continue de nier en bloc. En janvier 2025, le procès s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Paris. Sur le banc des accusés, 12 prévenus, dont les anciens ministres Claude Guéant, Brice Hortefeux, Éric Woerth, ainsi que Nicolas Sarkozy. Et les réquisitions du parquet à l'encontre du chef de l'État vont être sévères. Mars 2025. Nicolas Sarkozy sort du tribunal en silence. Le parquet national financier vient de réclamer 7 ans de prison ferme et 300 000 € d'amende contre lui dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. C'est sur les réseaux sociaux qu'il clame son innocence. Je continuerai donc à me battre pied à pied pour la vérité et à croire dans la sagesse du tribunal. Selon le ministère public, l'ancien président serait le cerveau et le commanditaire d'un pacte de corruption indécent conclu avec le dictateur libyen. Contrepartie diplomatique, contre-argent liquide. L'accusation a aussi mis en évidence l'existence de visites secrètes entre des proches de l'ancien président et des intermédiaires libyens. Selon les procureurs, un faisceau d'indices prouve ainsi la culpabilité de Nicolas Sarkozy. Le 25 septembre 2025, le verdict tombe. Nicolas Sarkozy est condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. Condamnation assortie d'une exécution provisoire.
L'ancien président est incarcéré pendant 20 jours. Claude Guéant et Brice Hortefeux sont également condamnés à 6 et 2 ans de prison ferme. Tous font appel de cette décision. Le nouveau procès s'est ouvert en mars 2026. Soit. Et maintenant, comment s'est déroulé ce procès en appel ? Quels sont les éléments dont disposent les juges ? Que risque Nicolas Sarkozy et ses anciens lieutenants ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Noémie Schulz, déjà pour commencer, peut-être une réaction à toutes ces archives qu'on vient d'entendre ? Il y a ce moment, bien sûr, qui avait marqué la télévision. Moment de télévision. Quelle indignité de Nicolas Sarkozy, qui, à l'époque, ne comprenait pas qu'on lui pose la question. Alors, c'est devenu un mème, c'est quelque chose de récurrent. Mais sur le fond, ce sentiment cette indignité, il continue de l'exprimer. En tout cas, il continue de clamer son innocence, de dire qu'il n'a jamais touché un centime d'argent libyen et que de lui prêter ces intentions-là est totalement indigne. On va essayer d'apporter des éléments de précision avec vous dans cette affaire à tiroirs multiples, on l'a entendu, qui est assez complexe. Mais avant, parce que c'est l'actualité, parlons du procès en appel qui se joue en ce moment. Déjà, vous qui le vivez de l'intérieur, c'est quoi l'ambiance dans cette salle d'audience, si vous deviez la décrire ? Il faut s'imaginer, cette salle d'audience, c'est la première chambre de la cour d'appel. On est dans le vieux palais de justice. C'est une grande salle avec des dorures au plafond, des boiseries un peu partout. C'est assez solennel. Et vous avez donc la cour, donc des magistrats, et face à eux, les prévenus, et pas n'importe quel prévenu, un ancien président de la République, un ancien secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, qui avait aussi été ministre, Brice Hortefeux, et puis d'autres, beaucoup de journalistes présents, quand même très régulièrement, nous sommes très nombreux à couvrir ce procès. Donc on imagine une certaine tension du fait de la nature hors norme de ce procès. Comment est-ce qu'il se comporte, Nicolas Sarkozy ? Quelle attitude il dégage ? Alors Nicolas Sarkozy est très concentré, on l'a dit, il était présent quasiment tous les jours. Il le sait, il connaît l'enjeu de ce procès, donc ça lui tenait à cœur, mais à chaque procès... Il a l'obligation d'être présent ? C'est son procès, donc pour ne pas être présent à votre procès, il faut avoir une bonne raison. Claude Guéant est absent de ce procès en appel, mais parce que il y a un certificat médical qui a établi qu'il n'était pas en état de comparaître, que sa santé ne lui permettait pas de comparaître. Ensuite, les fois où Nicolas Sarkozy n'était pas là, c'était des journées où il savait qu'il ne serait pas interrogé, et c'était sur des faits qui le concernaient d'assez loin. Mais sinon, oui, il est quand même tenu d'être là. Et puis, il y a un enjeu tel qu'il avait envie, bien sûr, d'assister au débat, d'écouter ce que les uns et les autres avaient à dire. Donc, il est très concentré. On l'a vu, il a passé plusieurs journées debout à la barre. C'est quand même un homme qui a plus de 70 ans, 71 ans. On l'a senti très fatigué. J'ai trouvé, moi, à l'issue de la première journée d'audience, le lendemain, il avait la voix un peu cassée, un peu éraillée. Quand il y a des suspensions d'audience, souvent, il s'assoit. Il y a tous ses avocats, son équipe aussi, sa conseillère en communication, qui viennent se mettre autour de lui. Il mange souvent, il prend un peu de chocolat, des biscuits qu'on lui apporte pour reprendre un peu de l'énergie. Et moi, j'ai cette image un peu du boxeur sur un ring, et il y a son coach à côté qui lui parle, qui lui donne à boire, qui lui donne des conseils. C'est un peu ça. Nous, on n'entend pas ce que lui disent ses avocats, mais il se retrouve entouré de ses nombreux avocats, parce qu'ils sont au moins 5 autour de lui, et ils échangent sur ce qui vient de se dire, ce sur quoi il va être interrogé ensuite. Voilà, il est concentré, il sait l'enjeu de ce procès, il sait le risque qu'il y a à la toute fin, qui est de repartir en prison, et donc il est là pour se défendre. On parlait de cette séquence, quelle indignité face à David Pujadas. Est-ce qu'il témoigne la même forme d'agacement devant les juges ? Alors, il est très poli avec le président Olivier Géron, qui connaît le dossier extrêmement bien, donc Nicolas Sarkozy met les formes. Il a pu arriver par moments que face à des questions qui lui avaient été posées ou un peu poussées dans ses retranchements, il sorte un peu de ses gonds, qu'il laisse éclater une forme de colère, parce que, encore une fois, il le répète, il n'a rien fait de ce qui lui est reproché, et ça suscite chez lui de la colère. Mais sinon, vous êtes interrogé par des magistrats, il se tient à carreau.
Alors, je le disais en introduction, on enregistre cet épisode alors que le parquet a déjà fait ses réquisitions, notamment pour Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on peut les rappeler rapidement, ces réquisitions? Donc, je crois que c'était 7 ans de prison ferme, c'est ça, 300 000 € d'amende? Oui, alors c'est le parquet général, puisqu'on est en appel. Donc, en première instance, c'était le parquet national financier. Et là, c'est le parquet général qui a pris ces réquisitions. 7 ans de prison, 300 000 € d'amende et des mots très durs à l'encontre de Nicolas Sarkozy, présenté comme l'unique bénéficiaire d'une organisation pour lui permettre d'être élu, celui qui a tiré les ficelles, distribué les rôles en veillant à demeurer en arrière-plan, en s'exposant le moins possible. L'accusation pour qui, il n'y a pas de doute, il y a eu un pacte corruptif conclu au plus haut niveau entre deux chefs d'État, Mouammar Kadhafi d'un côté, Nicolas Sarkozy de l'autre. Toutefois, le parquet général n'a pas requis de mandat de dépôt ou d'exécution provisoire. Non, mais ça n'avait pas été demandé non plus par le parquet national financier en première instance. Cette exécution provisoire, alors ça c'est un peu du jargon juridique, mais c'est le fait d'appliquer immédiatement une condamnation. En droit français, il existe un double degré de juridiction qui fait que vous pouvez contester votre condamnation, faire appel, et à ce moment-là, vous êtes jugé à nouveau. Et en matière correctionnelle en tout cas, si vous êtes condamné à de la prison ferme et que vous faites appel, eh bien, l'appel suspend l'exécution de la condamnation et vous ne partez pas en prison en attendant votre procès en appel. Donc ça aurait pu se passer pour Nicolas Sarkozy. Mais au moment du jugement, le tribunal avait décidé d'assortir sa condamnation à 5 ans de prison d'un mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire. Là aussi, tout ça est un peu compliqué, mais très concrètement, Nicolas Sarkozy, alors même qu'il a fait appel de sa condamnation, a été incarcéré, on s'en souvient, ça a duré 20 jours à la prison de la Santé, avant d'être remis en liberté, puisqu'il était à nouveau présumé innocent, puisqu'il avait fait appel, et il a fait une demande de mise en liberté. Il était à nouveau en détention provisoire, et il a obtenu la mise en liberté en attendant le procès en appel. C'est quoi la défense de Nicolas Sarkozy ? D'abord, Nicolas Sarkozy, il clame son innocence. Il dit « Je n'ai jamais conclu de pacte de corruption avec Mouammar Kadhafi ». Ensuite, il dit « Regardez, il n'y a pas un centime d'argent libyen retrouvé dans ma campagne, pas d'argent liquide, il n'y a pas la preuve que ma campagne a été financée par de l'argent libyen ». Donc il dit que c'est un dossier dans lequel il n'y a pas d'éléments matériels qui permettent de le condamner. Ensuite, comment il s'est préparé pour ce procès en appel ? Il s'est notamment appuyé sur le jugement et ce qui lui a valu d'être condamné en première instance. Le tribunal a rendu une décision, il faut s'imaginer, ça fait plus de 400 pages, et Nicolas Sarkozy a été condamné pour association de malfaiteurs, mais il avait été relaxé, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été condamné des faits de corruption, recel de détournement de fonds publics et financement illégal de campagne. Donc il a regardé d'abord ce pourquoi il avait été condamné pour essayer de contrecarrer les arguments du tribunal. Et il avait été reconnu coupable d'association de malfaiteurs pour des faits donc datant de 2005 à 2007. Il lui était reproché d'avoir participé à une entente dans le but de préparer un délit de corruption. Le but était d'obtenir un engagement de la Libye à accorder un financement de sa campagne en échange de contrepartie. Et auraient participé à cette entente donc Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, Claude Guéant, Ziad Takieddine, mais qui est mort, donc qui n'était pas présent au procès. Donc Nicolas Sarkozy, il a fait en sorte d'apporter des éléments pour dire qu'il n'avait absolument pas participé à cette entente. La difficulté que Nicolas Sarkozy a, c'est que ses très proches collaborateurs, Brice Hortefeux, Claude Guéant, ont rencontré un haut dignitaire libyen, Abdallah Senoussi, à l'automne 2005. Et donc, la difficulté pour la défense de Nicolas Sarkozy, c'est que ça, il ne peut pas le nier, ces rencontres ont eu lieu, et donc lui, il lui faut convaincre la cour d'appel qu'il est totalement étranger à ces rendez-vous, et que ces rendez-vous n'avaient en tout cas pas pour but de négocier un financement de sa campagne. Que ces rendez-vous soient faits dans son dos, entre guillemets. C'est ça, son point. Que ces rendez-vous soient faits dans son dos et qu'il n'en ait même pas été informé a posteriori. Est-ce que c'est une nouvelle stratégie qu'il a, notamment par exemple, je crois qu'il a chargé un petit peu Claude Guéant, son ancien directeur de campagne, 6 ans de prison ferme requis pour Claude Guéant. Ça a agacé, je crois d'ailleurs un petit peu Claude Guéant. Ça a donné lieu à une forme de passe d'armes interposée puisque Claude Guéant, on l'a dit, n'est pas présent au procès. Ça, c'est une nouveauté par rapport au procès en première instance ? Oui, et effectivement, on a vu un Nicolas Sarkozy qui a lâché ses 2 proches collaborateurs, Claude Guéant, Brice Hortefeux, mais
encore un peu plus Claude Guéant, en parlant de lignes jaunes qu'ils ont franchies en rencontrant Abdallah Senoussi, en parlant d'erreurs également. Et puis à un moment, Nicolas Sarkozy a été interrogé, donc il a répondu à une question du président qui lui demandait s'il avait le sentiment que Claude Guéant avait pu agir par intérêt personnel. Et là, effectivement, Nicolas Sarkozy y est allé. Il a dit qu'effectivement, Claude Guéant avait peut-être agi dans son coin pour son intérêt personnel, sans l'en informer. Et ça, ces déclarations-là, elles ont profondément heurté Claude Guéant, qui suit le procès à distance. Son avocat lui fait tous les jours un compte-rendu de ce qui s'est dit à l'audience. Et donc, il lui a répondu à travers une première attestation dans laquelle il disait que tout au long de sa collaboration avec Nicolas Sarkozy, il n'avait jamais été guidé par son intérêt personnel, qu'il n'avait jamais fait que servir de son mieux le ministre puis le président de la République, suivre ses instructions. Il y a eu ensuite une deuxième attestation qui répondait à la réponse de Nicolas Sarkozy à la première. Et je pense qu'effectivement, peut-être que Nicolas Sarkozy s'était pas préparé à cette éventualité-là. C'est-à-dire que au premier procès, ça s'était pas fissuré du tout. Et effectivement, Brice Hortefeux, Claude Guéant avait expliqué qu'il n'avait pas informé Nicolas Sarkozy de leur rencontre avec Abdallah Senoussi. Là, Nicolas Sarkozy, peut-être parce qu'il y avait cette chaise vide, s'est dit qu'il pouvait aller un peu plus loin, parce qu'encore une fois, pour se sauver lui de cette association de malfaiteurs, il faut mettre de la distance avec ceux qui ont rencontré Abdallah Senoussi. Il s'est peut-être dit qu'il pouvait effectivement enfoncer un peu Claude Guéant. Et ben on a vu que ça lui est revenu un peu comme un boomerang. Juste une petite précision. Est-ce qu'on sait déjà, par exemple, combien d'euros auraient été versés par la Libye pour la campagne de Nicolas Sarkozy ? Est-ce qu'on a cette information ou pas ? Non, ça c'est très difficile à dire. D'abord, vous avez donc un prévenu qui dit qu'il n'y a pas eu un centime. Vous avez, on a entendu dans le récit tout à l'heure, la fameuse note Moussa Koussa qui établissait que l'accord avait été passé pour 50 millions d'euros. On a pu tracer, on sait que à un moment, 6 millions d'euros sont partis de la Libye vers les comptes de Ziad Takieddine entre janvier et novembre 2006, juste après notamment la visite de Brice Hortefeux en Libye. Mais on n'a pas retrouvé cet argent dans la campagne. On a pu établir que 35 000 euros d'argent liquide dans la campagne de Nicolas Sarkozy. Alors, il y a plusieurs raisons. Ça peut être parce qu'il n'y a pas eu d'argent libyen dans la campagne de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est ce que dit sa défense. Et puis parce que quand on a interrogé les gens qui ont pu être payés, des prestataires, qui ont pu être payés en argent liquide, ou des gens qui travaillaient pour la campagne, eh bien, ils n'avaient aucun intérêt à le dire et c'est très difficile à prouver. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le montant officiel de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, c'est 20 millions d'euros. Et donc là, effectivement, les millions potentiels qui auraient pu être versés par la Libye pour la campagne de Nicolas Sarkozy, ils se seraient ajoutés à ces 20 millions d'euros officiels qui ont été déclarés dans les comptes de campagne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la loi prévoit pour chaque élection présidentielle un plafond officiel de dépenses qu'on ne peut pas dépasser. Les candidats ne peuvent pas dépenser tout l'argent qu'ils veulent. C'est un point important à avoir en tête pour éviter, en gros, que le parti ou le candidat, entre guillemets, le plus riche ne soit avantagé. C'est pour ça que voilà, il y a un plafond officiel. Et donc, le plafond officiel, à l'époque, c'était 20 millions d'euros. Sur le fond de l'affaire, toujours, donc on l'a dit, Nicolas Sarkozy est suspecté d'avoir organisé avec Mouammar Kadhafi donc ce financement illégal de campagne en échange, vous l'avez dit, de contrepartie. Il y aurait notamment une contrepartie dont on n'a pas parlé dans le récit documentaire. On a commencé à le citer avec ce nom que vous avez mentionné, Abdallah Senoussi. Justement, l'une des contreparties aurait été la levée du mandat d'arrêt international visant Abdallah Senoussi, l'ancien numéro 2 des services secrets libyens, et qui serait responsable de l'attentat du DC-10 d'UTA. On écoute. Le 19 septembre 1989, le DC-10 d'UTA qui relie Brazzaville à Paris via N'Djamena disparaît des écrans radars au-dessus du Niger. Sur 50 km² éparpillés dans le désert, les militaires français retrouveront les débris de l'avion et les restes de 170 passagers. La bombe était placée dans la soute, à l'intérieur d'une valise. L'enquête du juge Bruguière démontrera que l'engin explosif venait de Libye. Le magistrat lance 6 mandats d'arrêt contre des responsables libyens. Parmi eux, Abdallah Senoussi, numéro 2 des services secrets, beau-frère du colonel Kadhafi. 7 ans plus tard, devant la cour d'assises de Paris, le box des accusés est vide. Les 6 Libyens visés par les mandats d'arrêt sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité par contumace. La justice donc a établi que Claude Guéant et Brice Hortefeux ont rencontré en 2005 Abdallah Senoussi pour
potentiellement organisé le financement occulte de la campagne de Nicolas Sarkozy, que potentiellement Nicolas Sarkozy était au courant. Les proches des victimes de l'attentat du DC-10 d'UTA sont partie civile au procès. Ça veut dire, vous nous l'avez dit, qu'elles sont dans la salle d'audience et je crois qu'elles sont très en colère. Oui, elles sont très en colère, elles sont même encore plus en colère lors de ce procès en appel que lors du premier procès. D'abord, elles sont en colère d'apprendre, de savoir que des hommes politiques français, très hauts dans la hiérarchie, ont rencontré Abdallah Sennoussi, qui a été condamné par la France à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir été le cerveau de cet attentat dans lequel des 170 personnes ont trouvé la mort, 54 Français. Donc pour elles, c'est absolument insupportable de se dire « Tiens, on est allé ne serait-ce que rencontrer cet homme ». Encore plus insupportable de se dire on est allé le rencontrer, on a négocié avec lui de toucher de l'argent de la Libye, en échange de quoi ? En échange de contreparties diplomatiques, le retour de la Libye sur la scène internationale, de contreparties économiques avec le fait de conclure certains contrats, notamment dans le domaine du nucléaire, et puis des contreparties judiciaires concernant cet homme qui était effectivement sous le coup d'un mandat d'arrêt, donc qui ne pouvait pas quitter la Libye, qui ne pouvait pas se déplacer comme il le souhaitait, et qui aurait aimé, notamment je crois pour des raisons médicales, pour pouvoir aller se faire soigner, il aurait aimé pouvoir se déplacer comme il l'entendait. Mais pour ça, il fallait que le mandat d'arrêt soit levé. Et donc effectivement, pour ces familles de victimes, qu'on envisage ne serait-ce que d'assouplir un peu le sort judiciaire de cet homme qui ne s'est pas présenté à son procès en France, et en Libye, le verdict n'a jamais été appliqué, donc a continué de vivre sa vie sans aucun problème, c'est insupportable. Et lors du procès en appel, ces familles, c'est beaucoup des femmes, on les appelle les filles du DC-10, ce sont les veuves, les sœurs, les filles des victimes, sont venues dire à quel point ce qui s'était passé au moment du premier jugement les avait mises encore plus en colère. Le tapage médiatique qu'il y a eu autour de la condamnation de Nicolas Sarkozy, qui avait eu ces mots très forts en disant la haine n'a pas de limite. La sortie de son livre aussi, de tout ce qu'il a pu écrire sur la difficulté de la détention, tout ça a profondément meurtri, heurté, ouais. Et elles sont venues le dire à la barre pendant le procès. Le procès en appel s'achève le 3 juin 2026. Quand est-ce qu'on connaîtra le verdict, Noémie Schulz ? Alors attention, on ne parle pas de verdict. On est en matière correctionnelle. On parle de verdict en cour d'assises. De la même manière qu'on ne parle pas d'accusé. Là, on parle de prévenu. Donc l'arrêt de la cour d'appel sera rendu le 30 novembre. Ça, c'est le président qui l'a annoncé avant même l'ouverture du procès. C'est pas banal. Généralement, c'est à la toute fin, une fois que les avocats de la défense ont fini de plaider, que les prévenus ont une dernière fois la parole et que le jugement est mis en délibéré. Souvent, le président dit « je rendrai ma décision tel jour ». Là, on sait à l'avance que ce sera rendu le 30 novembre. Nicolas Sarkozy, il peut retourner en prison ou bien il bénéficiera d'un aménagement de peine dû à son âge, on le disait, 71 ans. Alors, c'est très difficile de répondre à ce type de questions, mais c'est une des questions qu'évidemment tout le monde se pose. Ouais. Va-t-il retourner en prison ? Le risque est très grand pour Nicolas Sarkozy de retourner en prison, puisque la peine requise, on l'a entendu, c'est 7 ans de prison. S'il est reconnu coupable d'association de malfaiteurs et peut-être même de corruption, recel de détournement de fonds publics et financement illégal de campagne, il ne peut pas être condamné à une peine légère, aménageable. On ne voit pas comment il pourrait être condamné à une peine de, disons, 18 mois ou 2 ans de prison qui lui permettrait un aménagement à domicile avec un bracelet électronique. Donc s'il est condamné, ça risque d'être à une peine lourde qui va le renvoyer en prison. Alors ensuite, est-ce qu'il va être condamné ? Est-ce qu'il va y avoir à nouveau l'exécution provisoire, donc l'application immédiate ? Si c'est le cas, là, il risque de repartir vite en prison. Sinon, Nicolas Sarkozy pouvait être sûr qu'il fera un pourvoi en cassation. Il l'a fait après chaque condamnation. Et donc, s'il n'y a pas l'exécution provisoire, ce pourvoi en cassation suspend l'exécution de la peine. Donc, ça veut dire qu'il ne partira pas dans la foulée de la décision le 30 novembre. Ensuite, si cette condamnation devient définitive, c'est-à-dire une fois qu'il n'y a plus de recours derrière et qu'il y a une lourde peine de prison à effectuer, il pourra faire une demande de libération conditionnelle puisqu'il a plus de 70 ans. En France, le Code de procédure pénale prévoit que vous pouvez faire cette demande de libération conditionnelle normalement quand vous êtes à mi-peine, quand vous avez fait la moitié de la peine à laquelle vous avez été condamné. Sauf quand vous avez plus de 70 ans, vous pouvez le faire tout de suite, dès le début. Mais ça ne veut pas dire que ça lui sera accordé immédiatement. Donc, le risque pour Nicolas Sarkozy de retourner en prison et d'y rester, peut-être pas 3 ans ou 4 ans, mais d'y rester quelques mois, ce qui sera, on le sait, à nouveau une épreuve très difficile, parce qu'il a très mal vécu ces 20 jours de détention, et on comprend, la prison, c'est vraiment pas quelque chose d'agréable. Ce risque-là, il est réel et il le sait.
Que reproche-t-on à Nicolas Sarkozy et ses anciens ministres accusés dans l'affaire du financement libyen? Dormiront-ils bientôt en prison? On a les cartes en main, en tout cas, pour y voir plus clair. Grâce à vous, Noémie Schulz, grand reporter au service police-justice de France Télévisions. Merci beaucoup pour vos éclairages. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires et parlez-en autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.